Salut, Peter. Tu n'es pas Peter Parker. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis aujourd'hui avec Arnold. On va vous parler de Spider-Man No Way Home, qui est extrêmement attendu, qui est probablement un des films de l'histoire du MCU qui aura été le plus fantasmé par les spectateurs. Il y a donc plein de choses à en dire, on va faire une critique d'abord sans, puis avec spoiler. Mais avant, un petit rappel, si Écran Large existe et si Écran Large survit, c'est bien sûr grâce au fait que vous nous lisez, vous nous regardez, mais c'est aussi grâce à votre soutien. Et par votre soutien, je veux dire votre genre, votre grosse moula, votre argent. On a donc besoin que ceux qui le veulent, et surtout ceux qui le peuvent bien sûr, eh bien, nous rejoignent et prennent un abonnement de soutien. Le lien est en description de cette vidéo. Alors je dis bien un abonnement de soutien parce que Écran Large est un site qui demeure et qui demeurera un site grand public et à l'écrasante majorité de ses publications gratuit. Néanmoins, pour ceux qui prennent un abonnement de soutien, eh bien, nous avons des articles abonnés qui leur sont réservés 4 par semaine. Sur la centaine qu'on publie, ça reste donc une toute petite proportion, mais des articles dans lesquels on met beaucoup de cœur, beaucoup d'excitation et d'élan, et qui sont en général consacrés à de grandes œuvres, de grandes sagas ou de grands auteurs qu'on adore et sur lesquels on fait des retours. Par exemple, ces derniers jours, il y a eu un truc sur Cartouche de Philippe de Broca, il y a aussi eu... Le Spirit, qui va arriver là de Frank Miller, qui l'a bien massacré, malheureusement. Et puis ton cinquième élément. Oula oui, mon cinquième élément qui sera... alors l'idée n'est pas du tout de troller, mais une espèce de réflexion sur comment ça se fait que c'est un film qui est à la fois un film totalement culte et vraiment un totem pour toute une génération, pour au moins une génération, et en même temps un film assez curieux par bien des aspects. Voilà, donc ça ce sont des petits exemples des articles qu'on dédie à nos abonnés. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le voulez, si vous le pouvez. En tout cas, nous, on en a bien besoin, on pense bien à vous. Et maintenant, on va parler de Spider-Man No Way Home. Alors, ce que je te propose, Arnold, avant qu'on parte dans la partie spoiler, où là on ira dans le détail et on répondra à toutes ces attentes et ces questions qui font brûler la communauté de fans, de millions de fans depuis des années, tout simplement, c'est qu'on échange un petit peu sans spoiler. Donc notre ressenti sur le film, on l'a découvert il y a quelques heures. Je t'en prie, je te lance. Qu'as-tu pensé du film ? Avant toute chose déjà, avec justement tout le battage qu'il y a eu autour du film, la surprise justement et l'excitation en fait s'est perdue au fur et à mesure. Et puis il y a peut-être une semaine, je m'étais dit bon en fait, nouveau Spider-Man, voilà, je me suis remis dedans et par moments agréablement surpris. Et vraiment d'autres, j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais et pas plus en fait. Et là où, au contraire, j'en demandais justement un petit peu plus. Donc une petite déception, mais qui reste quand même relativement agréable dans l'ensemble, quoi. Oui, voilà, parce que quand on est sorti de la projection, c'est la raison pour laquelle on est tous les deux. On n'était pas tout à fait sur le même ressenti. Moi, j'avais l'impression qu'on m'avait passé les gonades à la laine de verre. Et toi, t'étais quand même plus satisfait. Tu as pris du plaisir devant le film. Au moins, oui. D'accord, voilà. Clairement. Contrairement à toi, visiblement, qui a souffert, oui. Ouais, disons que je trouve qu'il y a un petit ventre mou de 2h20, quoi. Non, oui, moi j'ai plus de mal avec le film parce que, en fait, comme tu l'as dit, on nous a fait une promesse, à savoir, ça va être la grande réunion, le grand gangbang nostalgique des différentes générations de Spider-Man au cinéma, ce qui veut aussi dire, et on y reviendra, de Spider-Man en comics, parce que chacune de ces générations s'est inspirée de mouvements, de runs différents dans l'histoire de l'araignée. Mais, en plus de ça, enfin non, justement pas en plus de ça, moi mon problème c'est que j'ai l'impression que le film est même un peu moins que ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais tu sais moi, le simple fait qu'on m'invite l'héritage par exemple de Sam Raimi ou de Mark Webb, ça me fera plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il est même pas là en fait. Je vois très bien les présences, les invités, les surprises qui sont censées me dire genre hey, t'as vu, c'est de retour. Mais je trouve que c'est très pauvre dans sa mise en place, très longuet, très très lourd. C'est-à-dire que le film fait des circonvolutions. Tu vois, par exemple, un truc qui m'a beaucoup marqué, je sais pas ce que tu en as pensé, il faut bien une bonne demi-heure avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Or, je veux dire, tout le monde suit le MCU, en tout cas les gens qui vont aller voir ce film suivent le MCU, savent à peu près là où ça en est. T'as pas besoin d'une demi-heure pour mettre ta mécanique en marche. Je veux dire, on pourrait avoir les premiers, on pourrait se prendre nos premières gifles dans la figure au bout de 10 minutes de film, franchement, quoi. Je suis bien d'accord, ça c'est certain que c'est un des reproches majeurs à faire au film, c'est qu'il est bien trop long, pour ce qu'il est en tout cas, et que le début est toute la mise en place, et effectivement toute la mise en place de la toile de fond est vraiment très longue, et sert véritablement juste à faire le raccord avec la fin de Far From Home, qui est véritablement le début en fait de No Way Home, puisque le film reprend exactement là où s'était arrêté auparavant, quoi.
Absolument. Et alors je vais anticiper un petit peu. Alors, est-ce que je me trompe? Enfin, j'espère ne pas me tromper, sinon ça flingue mon argument. Mais je pense qu'un des trucs qui t'a, toi, intéressé est un truc qui, moi, m'a beaucoup agacé. Donc, du coup, nous allons échanger sur ce sujet. Je pense que, il me semble, toi, par exemple, t'as plutôt apprécié, si j'ose dire, la dimension intime et les ressorts intimes de ce qui arrive à Parker, même si on va pas le détailler là, tant qu'on est sans spoiler, mais c'est plutôt, on va dire, son parcours de personnage et ce qui peut lui arriver dans le climax qui t'a intéressé, toi? Tout à fait. Parce que, effectivement, on a au moins une évolution en termes de personnages et surtout on essaie de se détacher en fait de cette image propre et lisse en fait que traînait Spider-Man sur ces 2 derniers films, et on essayait en tout cas quelque chose effectivement d'aller un petit peu plus dans l'émotion, un petit peu plus dans le rapport filial, et ça j'ai trouvé ça plus intéressant et aussi toute la première partie du film, à savoir Spider-Man qui est accusé de meurtre et qui doit payer les conséquences véritablement de son acte, quoi. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Malheureusement, le film, lui, s'en contrefiche et il évacue tout ça d'un revers de la main en espace de, c'est ça, à peu près une demi-heure à peine. Simplement pour ensuite préparer la suite et ce qui doit arriver avec le Doctor Strange et, comme tu l'as dit, les anciennes versions de Raimi et de Webb. Voilà, disons que ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour la première fois de cette trilogie Sony-Marvel, le fameux mantra de Spider-Man, à savoir de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, est vraiment à tous les niveaux martelé et mis au cœur du récit. Ça, c'est indiscutable. Clairement. Mais ce que je trouve un peu fou, en fait, c'est que cette logique-là, cette problématique-là, ce dilemme de personnage, qui est pas inintéressant, voire même qui est fondateur pour Spider-Man, il t'amène quand même quelque chose qui est par définition très intime. C'est-à-dire, mes actes de héros ont des répercussions et des conséquences dans ma vie intime et personnelle. Comment je gère les deux, comment je les hiérarchise, ordonne, et qu'est-ce que ça engendre comme tragédie intime. Et ce qui me rend fou, c'est que les types, donc, ils en sont à leur 3e film, et ils décident de traiter ça dans l'épisode qui doit être le fuckfest partouzesque de la nostalgie super fun. C'est-à-dire que tu dis tout d'un coup, c'est le multivers, on ramène plein de gens, waouh, on va faire des scènes complètement folles. Et tu dis, non, du coup, c'est pas le moment. Vous aviez 2 films pour me parler de ce gamin qui n'est encore qu'un gamin, qui veut se frotter à l'héroïsme avec quelque chose de plus grand que lui, et en quoi ça menace sans cesse de le broyer lui et de broyer les siens. C'est pas maintenant qu'il faut me mettre ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film veut mener de front 2 programmes, qu'il n'a pas les compétences, on va dire, techniques et narratives pour mener la partie ludique et délirante, et que, en fait, il se fiche et perd, en tout cas, il ne s'attarde pas assez sur la partie émotionnelle pour pouvoir la traiter dignement. Et ça, moi, c'est, en fait, paradoxalement, même si on pourrait, je comprends qu'on soit plus satisfait par cette partie du film parce qu'il y a des choses qui marchent dedans, c'est vrai, absolument. Néanmoins, elle est amenée d'une façon qui, moi, me frustre beaucoup. Alors, je suis partiellement d'accord, parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, comme tu l'as dit, tout ce problème autour de Peter Parker qui doit concilier et sa vie de lycéen et de super-héros, c'est quelque chose, en fait, qu'on aurait dû voir dans le 2e film, une fois qu'il a perdu Iron Man, qu'il a perdu la seule figure paternelle qu'il avait depuis l'oncle Ben, et qu'il se retrouve véritablement tout seul et confronté à lui-même et à ses actions, quoi. Donc, chose qu'on n'a malheureusement pas eu dans Far From Home, mais même dans Homecoming, parce que moi, ce qui me frappait, tu vois, dans Homecoming, t'avais ce truc genre, je déçois mes amis, je le dis de manière très schématique, mais je déçois mes amis parce que je peux pas faire la fête avec eux, je peux pas les retrouver, je ne suis pas fiable parce que j'essaye d'être à la hauteur de la mission que je me suis confiée. Tout à fait. Et je me souviens que dans Homecoming, j'étais fou parce que genre ça se réglait à coup de texto, quoi, genre ouais mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Bon d'accord, XOXO, j'étais là genre ah ouais, les dilemmes quoi, chaud. C'était pareil dans Far From Home où je me disais genre ah mon dieu, je suis pas avec mes amis parce que j'essaye de sauver l'Europe et puis non, finalement, ça se passait très bien. Pardon, non, il n'y a pas de souci. C'est qu'effectivement, en termes de dilemme moral, mais encore une fois, c'est effectivement tout ça est très rapidement évacué parce que même là, le dilemme moral auquel est confronté Peter par rapport au super vilain qui se retrouve obligé d'affronter, la question est réglée en 2-3 minutes à peine, à savoir ah non je peux pas faire ça, du coup je vais faire ça et puis voilà et puis ce sera comme ça et en fait non, effectivement tu te poses pas trop de questions, tu pèses pas vraiment le pour et le contre, qu'est-ce qui pourrait être dangereux, qu'est-ce qui est peut-être le plus avantageux pour toi et effectivement tout ça se retrouve écrasé en fait par la chape de plomb MCU véritablement et par le multivers qui est omniprésent dans ce 3e film et qui empêche justement le film aussi de développer de l'émotion ou même ses personnages, quoi. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu devant. Et alors j'ai envie de te dire, et là je te pose la question parce qu'on n'a pas encore eu le temps de discuter ça avant d'enregistrer cette vidéo.
Qu'est-ce que tu penses de... Et je parle vraiment du héros, de la manière dont il est filmé, il n'y a pas de piège parce que, tu vois, j'ai pas de, de plan diabolique. Qu'est-ce que tu penses de comment est traité visuellement Spider-Man dans ce film? Alors, visuellement... Enfin, si t'en penses... tu parles par exemple de tout ce qui est en termes de pouvoir, Ouais. ce genre de choses? Oui, parce que moi j'ai un truc à dire là-dessus, mais pour pas faire un tunnel comme un couillon, et j'aimerais bien voir toi, voilà, en général, si je te dis le traitement de Spider-Man... Ok, alors Peter Parker, en tant que Peter Parker, je le trouve peut-être le plus intéressant en fait dans ce troisième film que là où il ne l'avait jamais été. En revanche, en tant que Spider-Man, effectivement, il est très limité et puis même visuellement, effectivement, c'est pas aussi impressionnant que ce à quoi on pouvait éventuellement s'attendre, même si le film est assez... je vais pas dire mensonger, mais en tout cas il est plutôt trompeur, en tout cas parce que toute l'introduction et toutes les premières minutes sont vraiment plutôt bien mises en scène pour le coup, et ensuite malheureusement tout ça se perd assez rapidement et on se retrouve avec des scènes d'action et même du Spider-Man assez froid et assez plat quoi, et alors que moi je m'attendais effectivement à le voir voltiger, ne serait-ce que dans ses combats, dans ses actions. On le voit un petit peu à la fin, avec un combat dont on va reparler, mais il se fait voler un petit peu la vedette quoi, et c'est triste parce que c'est un film Spider-Man, donc je trouve ça un peu dommage. C'est ça, mais en fait, moi, voilà, j'en viens à ça parce que moi, il me semble qu'il y a un problème, un péché originel dans ces trois films, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont choisi avec Mark Webb quelqu'un qui n'a aucune idée de comment filmer Spider-Man. Et moi, c'était déjà le problème dans Homecoming. Alors, Homecoming, je pouvais comprendre la logique, mais je me disais, c'est dingue, on a un Spider-Man qui voltige pas. Il se retrouve dans un parc, il se retrouve sur l'eau, enfin il n'y a que des endroits où ses pouvoirs ne sont pas très intéressants, parce qu'il ne peut pas s'élancer, parce qu'on ne peut pas avoir cette vélocité, cette fluidité, cette verticalité aussi. Spider-Man c'est quelqu'un qui essaye de s'élever, et là tu ne pouvais pas le mettre en scène. Dans le deuxième j'étais sidéré parce que en fait au début quand ils annoncent ouais il va partir en voyage scolaire en Europe, je me dis ah tiens, mais ils l'ont forcément pensé pour le coup. Il va être dans des décors certes urbains, mais beaucoup moins verticaux. Donc ça veut dire qu'ils vont essayer de penser le spectacle et la mise en scène dans des airs comme ça. Tiens, voyons voir ce qu'ils vont faire. Réponse, rien. Donc c'est-à-dire que j'étais à deux films où littéralement j'ai l'impression de voir un type en cosplay de Spider-Man avec des gadgets d'Iron Man, mais pas Spider-Man. Et là, dans le troisième, je me dis, bon, attends, là, il est question, encore une fois, de faire une grosse partie fine de plein de personnages. Il va forcément y avoir du... Eh ben, quasiment pas. Et j'en veux pour preuve. Alors, moi, je considère que ce que je veux dire n'est pas un spoiler, mais comme absolument tous les films Spider-Man, on termine le film par une séquence de voltige. Oui. Déjà, elle est extrêmement brève. Elle est sciemment sous la neige, donc tu vois rien. Et véritablement, tu vois, je peux pas empêcher de me dire, mais en fait, ces gens-là n'ont aucune idée, littéralement, de comment... de la manière la plus basique du monde, mettre en image Spider-Man, représenter visuellement ses forces, ses élans, et donc aussi ses conflits, ses problèmes, ses actions. Et parce qu'ils ne savent pas comment le filmer, ils ne peuvent pas savoir comment l'écrire, le raconter, etc. Et moi, ça c'est un truc qui me frappe encore plus fort dans ce film. Alors, mais c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui est vraiment inhérent depuis le premier film, à savoir la réalisation de John Watts, elle est ce qu'elle est en fait, et elle est très limitée, là où au moins Sam Raimi, effectivement, avec son Spider-Man, on voit qu'il prenait un méchant plaisir, et en particulier dans toutes les scènes de voltige et d'action qu'il composait comme un orfèvre, quoi. On se souvient tous dans Spider-Man 3, par exemple, la scène de la grue. Mais elle est folle, elle est folle. Voilà. Où véritablement, là, on a des effets spéciaux, on a un Spider-Man qui utilise les différentes surfaces, qui doit utiliser son environnement véritablement pour s'adapter à la situation à laquelle il est confronté. Et tout ça était vachement bien. Chose qu'on ne retrouve quasiment pas, ou peu en tout cas, dans ce troisième film, c'est sûr. Oui, voilà, j'étais curieux d'avoir... Mais comme tu l'as expliqué, c'est véritablement quelque chose, c'est la réalisation de John Watts c'est pour ça d'ailleurs que toi, comme moi, et Alexandre aussi, qui a vu le film et qui a écrit la critique, allez lire la critique, elle est sur le site, en description de cette vidéo, allez-y, elle est très bien. Voilà. Et on s'est fait la réflexion justement en se disant, les premières minutes c'était plutôt bien filmé, et on s'est dit, oh, ça va être vraiment chouette quoi, on va passer un chouette moment. Ouais, il y a une scène qu'on pourrait, qualifier de scène de comédie, mais scène de comédie un peu tendue, qui grince, qui est une scène en plan séquence. Alors, c'est pas le truc le plus virtuose de l'univers, faut pas déconner, mais tu te dis, oui, tiens, ça a du sens de la faire en plan séquence, parce que ça raconte quelque chose de comment l'humeur de Peter est en train de changer, comment tout d'un coup le monde autour de lui est à la fois un truc un peu hystéro qui part dans tous les sens, mais en même temps très rigolo, puis il commence à dévisser un peu, à devenir grinçant et oppressant, et ça fonctionne de le faire en un plan unique. Tu te dis, ah tiens, ils ont des idées. Et en fait non, moi je pense que c'est vraiment John Watts qui dit, bon voilà, j'ai fini avec Spider-Man, si vous avez du taf, regardez, je peux faire des trucs, je peux faire des plans séquences. Et c'est dommage parce qu'effectivement, dans les 20 premières minutes, il y a comme ça régulièrement des idées
de tempo, de montage, de trucs, et qui disparaissent complètement passé le premier tiers. Bah, une fois que le film se sent obligé de rameuter le multivers, en fait, et de dérouler une intrigue convenue et dont on connaît déjà quasiment tous les tenants et les aboutissants depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, quoi. Donc, et ça aussi, c'est sûr que c'est vraiment dommage et ça ajoute à la déception du fait que toute la plupart des surprises en fait qu'avait le film en réserve, on les connaissait déjà, quoi. Et alors, non, peut-être que s'il y a un mot peut-être qu'on peut dire, c'est... ah oui, mais non, ça on va le faire dans la partie spoiler, parce que on ne peut pas le faire sans spoiler. Eh bien écoutez, je te propose qu'on passe dans la partie spoiler, parce qu'on peut difficilement aller plus loin Effectivement. sans vous déflorer le film. Du coup, nous allons passer à la partie spoiler. Évidemment, si vous n'avez pas vu le film, fichez le camp. Si vous avez vu le film, restez. Si vous n'avez pas vu, mais que vous voulez le faire semblant auprès de vos amis, parce que ça coûte cher quand même pour un film Marvel, eh bien restez également. Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est parler un petit peu... je te propose, naturellement, ça va nous amener à différents trucs, évoquer les différents personnages, du coup, parce que... Tout à fait. on a aperçu plein de choses dans les bandes annonces, mais on les a pas tous vus. Commençons peut-être par les méchants. Tout simplement, allons-y. Qu'as-tu pensé du Docteur Octopus? Car le Docteur Octopus est bien là. Oui, je suis con, il est dans les trailers. Comme tout bon fan de la trilogie de Sam Raimi, j'ai évidemment été très heureux de revoir Alfred Molina en Docteur Octopus. Sauf que le pauvre, il a que très peu de choses à faire, en fait, et que son Docteur Octopus est totalement dévitalisé, en fait, de celui qu'on avait vu dans le Spider-Man 2. Et à la limite, l'amélioration en termes de caractère design ne me dérange pas, d'autant que je trouve que c'est intégré plutôt intelligemment, en fait. Oui, non, c'est tout à fait correctement fait, il n'y a pas de problème. Voilà, mais par contre, effectivement, en termes de personnages et de richesse de personnages, on a vraiment perdu l'aspect dramatique déjà du personnage qu'on avait dans Spider-Man 2, et ce côté savant fou, véritablement. Aujourd'hui, il est méchant, et c'est tout. Et c'est tout ce qu'on lui demande de l'être. Il est méchant colérique. Oui. Il est pas loin d'être un comic relief, quoi. C'est-à-dire d'être un espèce de gars régulièrement qui revient et qui fait genre « c'est moi Octopus, vous êtes les milléniaux, ça va bien aller les gamins !» Et il le devient, d'ailleurs on l'avait déjà vu dans la bande-annonce, avec les réactions avec MJ, Ned, qui se foutent effectivement de son prénom, alors que... il n'y a pas tellement de raison d'en faire un ressort comique, quoi. C'est ça, et donc ça c'est quand même un truc, t'as quand même un peu l'impression qu'on dit genre « les vieux, on a ramené les trucs de Sam Raimi !» Bon, c'est pour pisser dessus. Presque. C'est pas loin, c'est pas loin. Concrètement, il ne lui arrive rien dans le film, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enjeu de machin, il est là, il est méchant, tapez Peter. Et c'est globalement ce qu'il fait. Concrètement, oui. Alfred Molina avait un peu trollé en interview en disant « Moi, j'ai accepté le film pour l'argent ». Manifestement oui. Tous les passages où il se retrouve enfermé, une fois que Spider-Man en fait commence à capturer les différents méchants et les uns après les autres, et quand il se retrouve dans le donjon du sorcier comme il l'appelle, là on sent qu'il n'est pas en roue libre, mais qu'en tout cas il en a strictement rien à faire de ce qui est en train de se passer sur le plateau, ou même de ce que le film est en train de raconter. Il se contente de débiter ses phrases et puis basta, quoi. Et jusqu'au moment où à la fin on lui donne un rôle un petit peu prophétique. En fait c'est toi qui en fait t'es un méchant, mais bon comme dans le Spider-Man 2 t'es pas complètement un méchant, et voilà. Et puis il y a un autre personnage qui nous provient de la trilogie de Sam Raimi, c'est bien sûr l'homme des sables. L'homme sable. L'homme sable, pourquoi l'homme sable? L'homme sable, et alors là c'est un truc, moi l'homme sable, il y a un truc qui est quand même fascinant, c'est qu'on est quoi, 17 ans après le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Techniquement, il est moins bien réalisé. C'est-à-dire que c'est censé être... Moi, en fait, au début, je me suis dit, ils l'ont recasté, c'est plus le même comédien, c'est pour ça qu'ils ont changé sa tête. Moi aussi. Non, c'est juste qu'il est mal modélisé. Mais vraiment, il est mal modélisé. Et honnêtement, moi, quand je le regarde, il me fait pas penser à un homme sable. C'est l'homme croûte ou l'homme caca, mais c'est pas il est pas fait de sable, je suis désolé. Et quand on revoit, alors elle est citée tout le temps, elle est tout le temps commentée, mais à raison, la scène de sa genèse dans Spider-Man 3, lorsqu'il est créé, littéralement, qui est une séquence incroyable. Tu te dis, mais c'est complètement fou que Disney et Marvel, avec un budget pharaonique, des moyens, sinon illimités, en tout cas extrêmement importants, et un tel enjeu symbolique, parce qu'ils ont quand même des millions de fans qui sont « on en veut !» et que les gars proposent un truc techniquement si limité. Et là encore, on parlait de personnages avec Molina. Là, en termes de personnages, en fait, je n'ai pas compris ce qu'il faisait. C'est-à-dire que le type, des fois, il est du côté de Spider-Man, des fois non, mais je ne comprends jamais pourquoi. Mais littéralement, pas pourquoi. J'ai pas l'impression qu'il flippe, tu vois, de caractère ou qu'il y ait de bascule chez lui. J'ai vraiment l'impression qu'avant, les mecs se sont dit genre, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, il va aider. Mais ses actions n'ont pas l'ombre du début d'un morceau de sens.
Là, pour moi, c'est un raté, mais à un niveau spectaculaire. Et là, malheureusement, je ne peux que te rejoindre parce que même chose, quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, ah bon, donc d'accord, ils n'ont pas repris effectivement le même acteur et ils l'ont recasté parce qu'il ne ressemble pas du tout à l'homme sable qu'on a pu voir dans Spider-Man 3 ou même à l'acteur dont j'ai totalement Thomas Hayden Church. Oui, Hayden Church. Et c'est très triste effectivement parce que ouais, on est presque c'est ça 15 ans après et le film est moins beau, donc enfin en tout cas l'homme sable est moins beau déjà que dans Spider-Man 3, donc c'est un peu inquiétant. Et puis comme tu l'as dit, ils ont repris encore une fois le Spider-Man, enfin l'homme sable qu'on a dans Spider-Man 3, c'est-à-dire que il est pas gentil, il est pas méchant, il aide un peu Peter Parker, mais il a aussi un peu la haine contre lui, et on sait pas trop où le caser au milieu de tout ça, et du coup il agit à la fois comme un ennemi, et au final ouais, que ce soit pour ses motivations ou même le lien en fait qu'il entretient avec Peter Parker, parce que c'est ce qui fait que tous ces méchants se retrouvent en fait dans cet univers, c'est qu'ils connaissent l'identité de Peter Parker et ils le traquent, ils le cherchent. Et lui, on ne sait même pas pourquoi, véritablement, il se retrouve affilié à ce Peter Parker, hormis le fait qu'il soit apparu dans Spider-Man 3. C'est ça. Alors, il y a un ultime antagoniste venu de la trilogie Raimi dont il faut que tu nous causes, c'est le Bouffon Vert. Évidemment. Qui, pour le coup, moi, m'a beaucoup plu, hormis à quelques petits moments quand on l'oblige à jouer Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais sinon, dans l'ensemble, Willem Dafoe reste Willem Dafoe et quand il veut être inquiétant, il sait être inquiétant. Et surtout, ouais, il prouve et exprime totalement le fait que c'est un très grand comédien, même pas forcément quand il est dirigé, et souvent d'ailleurs pendant le film. Et c'est peut-être le seul méchant, en tout cas, de la trilogie de Sam Raimi qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a vraiment plu et convaincu dans Spider-Man No Way Home, en tout cas. Ouais, alors je comprends ce que tu veux dire, et puis tant mieux, parce que je suis content qu'il y ait aussi une voix positive dans cette vidéo. Mais moi, c'est terrible, parce qu'en fait, je te dirais, ça pourrait marcher s'il avait plus d'espace. C'est-à-dire que utiliser le personnage comme il est utilisé là, ça me pose deux énormes problèmes. Il y a donc à peu près 7000 méchants, 80 gentils. Du coup, vu l'impact qu'il a scénaristiquement, vu que c'est lui qui tue Tante May, et oui, on est dans la partie spoiler, c'est lui qui tue Tante May, j'ai un problème. Déjà, c'est amené trop rapidement, trop brusquement pour que ça ait un impact sur moi. Tante May, rappelons-le, est un ressort comique depuis 2 films qui est là pour faire mollement palpiter les chibreflasques des parents qui emmènent leurs enfants voir Spider-Man et pas autre chose. Elle n'a aucune importance dans les films précédents, donc le fait qu'elle se fasse tamponner par un surf volant, personnellement je m'en cogne absolument. La scène est très embarrassante et du coup en fait, même si Willem Dafoe a du charisme et magnétique et tout ce qu'on veut, comme j'ai l'impression qu'il n'est pas dirigé. Tu vois, j'ai vraiment le sentiment qu'on lui dit genre, vas-y, fais comme d'hab. Mais quels sont les enjeux de t'es fou? Ah bon, d'accord. C'est vraiment ça, hein, c'est totalement ça. Et du coup, j'arrive pas à y prendre du plaisir. Ça m'agace presque. Alors que il est pas, bien sûr qu'il est pas mauvais. Hein. Il a pas perdu son talent, Willem Dafoe. Mais il est tellement mal utilisé que ça me rend dingue. Et Tante May, ouais, la séquence de la mort de Tante May. Oui. Mais elle est. Si tu sens que là, tout d'un coup, ils disent ça, on peut pas le jouer de manière légère. On peut pas mettre un gag, on s'était dit, bon, elle va péter au milieu, mais non, tant pis, ça va pas bien passer. Là, on va le jouer vraiment au premier degré. On sent les violons, la musique en plus qui veut absolument te tirer les larmes, et ça fonctionne pas, et ça fonctionne jamais. Et ça, c'est assez dramatique, quoi, effectivement. Et c'est assez dramatique, et puis moi, et là, ça illustre pour moi un des trucs qui fait que le film ne peut pas marcher, c'est que le film te lance en permanence des trucs en se disant tiens, ça va marcher dans ma scine, et ça n'a aucune conséquence narrative. Typiquement dans cette scène, je veux dire, t'as quand même Spider-Man qui se prend une balle de M16 quasiment à bout portant, il est envoyé balader, tu te dis ah ouais, waouh, Peter, ça va pas super bien. La séquence d'après, il est juste là genre il est pas facile quand même la vie. Tu fais ouais, non mais il te reste beaucoup de sang dans ton corps, comment ça se passe? et en fait, le film ne fait comme ça que jeter des trucs pour essayer de faire exister les scènes à l'intérieur d'elles-mêmes, essayer de démultiplier leur impact, mais est incapable d'assumer les conséquences narratives de tout ce qui déboule. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, mais en fait, dès le début du film, puisque, comme on le disait, le film donc, No Way Home reprend quasiment tout de suite après la fin de Far From Home, et donc Spider-Man est accusé du meurtre de Quentin Beck. Alias Mysterio. Alias Mysterio. Et donc ouais, la population connaît son identité maintenant, il est recherché par la police fédérale même, qui va sonner chez lui. Et puis commence une véritable enquête. Hein. Tout à fait, il est interrogé, on lui dit ouais, on te conseille de te prendre un bon avocat parce que ça va mal finir pour toi et tout. Et en fait, justement,
tout ce passage ne sert véritablement qu'à ramener l'avocat en question. Donc l'avocat en question, c'est Matt Murdock, évidemment, qui avait déjà été annoncé sur le tournage et dans le film il y a déjà des mois et des mois. Et malheureusement, encore une fois, cet arc autour de Peter Parker est-il véritablement un criminel est totalement évacué, totalement sous-exploité, voire même pas exploité du tout. Oui, parce qu'on te le fait monter en sauce et on te le règle en une réplique avec Matt Murdock qui dit « C'est bon, j'ai fait tomber les charges qui pesaient sur toi. » Ah ok. Donc ça n'aura aucun enjeu, aucun impact, on va pas travailler ça, qu'est-ce que ça fait sur son quotidien, sa vie. Et littéralement, le film perd quoi, 7-8 minutes au moins. Juste pour avoir Matt Murdock, et je fais genre mais en fait ça ne marche pas, c'est pas je vois le fanservice, je vois le truc, mais en fait la satisfaction que je pourrais ou qu'un spectateur pourrait retirer de ce clin d'œil, cette arrivée, de continuer de tisser comme ça l'univers étendu, pour moi elle est complètement annihilée par la perte de tempo, c'est-à-dire que je me suis enquiquiné à avoir un montage alterné de good cop, bad cop et d'interrogatoire où tu fais genre sérieusement là vous essayez de me faire croire qu'on est dans un film hard-boiled là vraiment, soit pour dire genre bonjour c'est Matt Murdock, je suis l'avocat aveugle qui résout tous les problèmes avec des répliques. C'est embarrassant. Et pendant tout le début du film, c'est exactement ça. En revanche, par contre, pour revenir sur Willem Dafoe, il y a une chose que moi j'ai vraiment appréciée par rapport aux deux autres de la trilogie de Sam Raimi, c'est que c'est peut-être le seul qui a un tout petit peu d'évolution en fait dans ce film, qui, on le voit, il fracasse son masque de bouffon vert et il refuse d'être le méchant qu'on l'a condamné d'être. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, sauf que encore une fois le film décide de parler de toute autre chose sauf de ce qui nous intéresse et Willem Dafoe passe du gentil au méchant de manière un petit peu aléatoire quoi et encore une fois ça sacrifie toute la construction et toute la richesse du personnage quoi, et ça c'est vraiment triste. Et oui, mais alors peut-être que là maintenant il faut qu'on aborde. Non, si, il nous reste quand même quelques méchants qu'il faut aborder, c'est vrai. On va dire les méchants qui viennent de The Amazing Spider-Man. Tout à fait. Donc il y en avait deux, celui du premier, donc le retour du fameux lézard, voilà. Prouesse assez remarquable de la part de Marvel, qui est encore plus mal fait que dans The Amazing Spider-Man, alors que pourtant il ressemblait à rien, à part un Goomba du film Mario Bros quoi. Donc c'est assez impressionnant. Techniquement, il est encore moins travaillé, c'est-à-dire qu'il reste vraiment dans le noir. On te montre que ses yeux et tu sens qu'ils sont là pour dire genre les mecs ça va, on n'allait pas mettre 15 millions là sur le putain de lézard là. C'est assez embarrassant et c'est incroyablement embarrassant parce que c'est même plus Rhys Ifans qui se double, je crois. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas du tout reconnu sa voix. Moi non plus. Ou alors elle est mixée de manière très différente, mais ça m'étonnerait, je crois vraiment que c'est pas lui. Et donc du coup, tu veux, c'est une version Wish visuellement, c'est plus le même doubleur, tu dis mais du coup vous pouviez me mettre un autre méchant, vous pouviez imaginer encore m'ouvrir des portes du multivers qu'on n'aurait pas vu avant, mais ça sert à rien de me faire un écho crado d'un méchant raté quoi. Tout à fait, et presque, moi j'aurais préféré qu'il retravaille un peu comme avec Electro justement, donc le deuxième méchant de The Amazing Spider-Man 2 qui réapparaît dans No Way Home, qui retravaille son design en fait, qu'ils en fassent un véritable lézard, qui ne parle plus, qui soit plus qu'un animal, et ça aurait presque été plus intéressant quoi. Alors que là, ouais, j'ai comme tu dis une version Wish, une version le lézard du pauvre de Amazing Spider-Man 1 qui était déjà le lézard du pauvre, donc c'est très très compliqué, et d'autant qu'il a encore moins rien à faire. Tu le retires du film, il n'y a aucune différence narrative, et ça pour moi c'est quand même un vrai problème. Quand tu as un film qui dure 2h36, 2h38, que tu as un personnage qui ne sert à rien et qui peut être retiré, c'est que tu dois le retirer. Si c'est du gras, ça se barre. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire pendant tout le long du film, à part rester dans le noir, être un peu inquiétant et dire dis donc, j'avais tout prévu, en fait, je suis méchant. Ah félicitations, oui, on n'avait pas remarqué. Genre, surtout pour se faire régler son sort, mais comme une fiente. Ah ouais, totalement. Grosse fiente. Totalement. Et alors, par contre, j'ai l'impression que tu avais un peu plus d'attrait pour Electro. Oui, parce que déjà, il y a une chose moi qui me plaît beaucoup, c'est que ils ont complètement lâché le Electro bleu dégueulasse là pour retrouver un Electro qui, par moment, on le voit en fait quand il recharge son électricité et qu'il génère son électricité, ça forme en fait une espèce de masque et de costume qu'il portait originellement dans les tout premiers comics de Stan Lee et Steve Ditko, et ça me plaît vraiment beaucoup pour le coup en termes de design, et après en fait, il est tellement moins ridicule que ce qu'il est dans The Amazing Spider-Man 2 que je l'ai trouvé forcément meilleur. Le problème, c'est que Jamie Foxx se contente juste de jouer de Jamie Foxx, quoi. Et j'ai presque même retrouvé quasiment la même partition que celle qu'il faisait dans le film Netflix avec les super powers. Absolument, Powers. Voilà.
Ouais, il fait mec badass mais rigolo quand même. Exactement, ou c'est ce rôle qu'il joue aussi dans Baby Driver. Et en fait, on a vraiment l'impression que depuis 2 ans, Jamie Foxx se contente plus ou moins de jouer la même chose en adaptant à peu près au personnage qu'il doit incarner, et c'est tout. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que, encore une fois, vous aviez un super personnage, en plus vous l'aviez retravaillé pour en faire quelque chose de bien, mais encore une fois, vous décidez de le laisser de côté, d'en faire un méchant programmatique et débile, et ça, c'est terrible, terrible. Écoute, moi, j'ai rien à ajouter sur le... Enfin, je suis d'accord avec toi, j'ai rien de plus à dire. Non, que dire d'autre si, il faut qu'on parle quand même d'Air Grosse Surprise, qui n'est pas une surprise parce qu'on le sait tous, mais on va dire, ce qui est quand même l'enjeu très important symboliquement, commercialement, et puis même narrativement du film, c'est le retour des Spider-Man de naguère. Tout à fait, parce que du coup, comme l'avait annoncé, c'est pas mal de rumeurs et de théories et de fuites, donc Andrew Garfield et Sam Raimi reprennent bien leur costume de Spider-Man et apparaissent... Andrew Garfield et Tobey Maguire. Oui, pardon. Andrew Garfield et Tobey Maguire donc reprennent leur costume de Spider-Man dans Spider-Man No Way Home et se battent aux côtés du Spider-Man de Tom Holland contre tous les super méchants dont on a parlé, voilà, Dr Octopus, Electro, le Lézard, l'Homme Sable, le Bouffon Vert, tout ce beau monde réuni dans un seul et même combat, un énorme affrontement sur un échafaudage près de la Statue de la Liberté. Sur le papier, ça me fait très envie. À l'écran, en revanche, j'ai quelques petites restrictions. Évidemment, mon âme de petit fanboy et de lecteur de comics a hurlé parce que c'était prodigieux. En revanche, encore une fois, en termes de réalisation, de rythme, même de chorégraphie, j'ai pas trouvé ça très abouti. Au moins, je sais qu'en termes de spectacle, ça c'est clair qu'on a été plutôt servi. Et en termes d'effets spéciaux aussi, je trouve que c'est beaucoup mieux géré que dans les précédents Marvel, ne serait-ce que par rapport au final de Shang-Chi ou au final d'Eternals. Et encore, celui d'Eternals était un petit peu plus calme, mais par rapport à Shang-Chi, en tout cas, qui était du CGI dans tous les sens, etc. Là, on retrouve une certaine lisibilité, au moins, un minimum. Oui, tout à fait. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, alors, comment dire, moi j'ai rien du tout contre l'idée, elle m'amuse. En plus de ça, Spider-Man, en France il s'appelle New Generation, c'est ça? Oui, tout à fait. Into the Spider-Verse a prouvé de manière éclatante qu'on pouvait raconter des histoires dans ce concept, que ça pouvait être plus qu'un simple gadget, et que ça pouvait être quelque chose de très stimulant. C'était une matière narrative intéressante. Pourquoi pas donc? Alors moi déjà j'ai 2 soucis. Dès qu'ils entrent en jeu, c'est le moment où tu sens que, soit pour des raisons pratiques, soit parce que peut-être à ce moment-là le tournage s'approchait de la crise sanitaire, ils n'ont pas pu tourner en présence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là les comédiens ne sont pas au même endroit. Tu le vois soit parce qu'ils sont pas super bien incrustés les uns avec les autres, soit parce qu'ils sont vraiment pas dans les mêmes plans et que du coup les mecs jouent un peu à l'aveugle. Et vraiment, Tobey Maguire, alors il paraît que c'est Tobey Maguire, moi je pense que c'est un animatronique, parce que vraiment quand il arrive c'est « Bonjour, je suis... à Peter Parker, allons-y. Et dès qu'ils arrivent, si tu veux, le scénario s'arrête, on passe en mode full fanservice. C'est-à-dire que leurs dialogues ne servent qu'à égrener des références. Ok, bien sûr, totalement. Des clins d'œil, pourquoi pas, ça me dérange pas les clins d'œil. Mais à un moment, avoir des dialogues entiers dont la seule raison d'être c'est les clins d'œil, juste c'est chiant comme la mort. C'est assez terrible parce que je retrouve vraiment avec un découpage, je veux dire, c'est le miel et les abeilles, c'est Hélène et les garçons. Les mecs qui sont là genre « Oh, j'ai fait une blague sur mon lance-toile. Mais dis donc, tu sais, moi je suis un peu complexé. Ne dis pas ça, tu es amazing. » Ah, ta gueule. C'est insupportable. et puis oui, et là t'as un sentiment qui est très étrange, c'est que comme ils sont pas présents, on sait pas trop comment les raconter, on est très médiocre dans la dramaturgie et tu te retrouves avec 2 Spider-Man qui se rencontrent, qui commencent un peu à se fighter. Alors leur fight c'est genre vas-y je te lance une toile dessus, ok t'es mon copain finalement, ok alors moi puisque c'est ça je vais marcher au plafond. Enfin c'est très pauvre en fait, c'est tellement simpliste que ça en devient un peu embarrassant, un peu Z. Moi c'est la seule scène qui me fait vraiment rire parce qu'elle est authentiquement nanarde. Leur rencontre avec le pauvre Ned qui fait genre regarde quand je fais ça fait un truc de Doctor Strange, oh Spider-Man. Les mecs te disent, on va faire un film sur le multivers. La raison pour laquelle ils tombent sur les Spider-Man, c'est Ned qui a trouvé la baguette d'Harry Potter. Ouais. C'est désolant narrativement. Et donc les Spider-Man arrivent. Et là, je trouve ça très pauvre et même très triste parce que donc d'un côté, t'as Tobey Maguire, soit parce qu'il n'a pas envie d'être là, soit parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, soit parce que ça va pas, que sais-je, je connais pas la raison, mais qui joue extrêmement mal, mais vraiment très mal, qui est complètement absent, qui joue pas d'ailleurs. Tu sens que le malheureux Andrew Garfield,
que t'es pas un mauvais Peter Parker. J'ai l'impression que là, il est en sous-régime parce que sinon, il roule sur. Il écrase Tobey Maguire, quoi. Il faut pas qu'il y aille trop fort, sinon t'as l'impression qu'il va tuer Pépé, quoi. Mais donc, du coup, il fait un espèce de Spider-Man rigolo, mais pas à fond. Ouais. Et je trouve que ça écrase un peu le truc, quoi. Et quand enfin, donc, tu ajoutes ces contraintes, est-ce qu'elles sont dues à la pandémie? Est-ce qu'elles sont dues à la difficulté d'avoir les acteurs au même endroit? Je ne sais pas. Mais quand tu as un dialogue qui est censé être un dialogue très très puissant, le moment, fort émotionnellement en tout cas, je veux dire, Peter vient de découvrir que Tante May s'est fait tamponner par le vilain gobelin fou. Elle est morte, c'est pas rigolo. Il est tout triste, il a un œil injecté de sang, bou, il a pris une balle. Arrivent les deux autres qui lui font genre, ah là, pas de bol, allez, il faut finir le film maintenant. Bon, c'est censé être un dialogue qui t'embarque, qui te touche, qui te renvoie à, quel que soit ton âge ou ta génération, à ce que tu as vécu avec ces personnages-là dans les autres films. Tout à fait. Et la mise en scène est tellement pauvre, c'est du plan fixe. Ouais. Et tu vois, c'est du plan fixe, plan moyen, des champs contre champs, pas très bien cadrés, pas très bien éclairés. Encore une fois la nuit, c'est la nuit pour pas que tu vois, hein, et pour pouvoir faire du décor numérique fastoche. Mais c'est dégueulasse, quoi. Et du coup, je regarde cette scène, je dis bon, écoutez les gars, si vous n'êtes pas en mesure de bien la faire, faites-la vite, quoi. Mais beaucoup hein, dans leurs interactions, hein, effectivement, on a des caméras fixes, du champ contre champ extrêmement basique. Et moi aussi, en termes de cinéma, c'est clair que ça manque beaucoup. Pas forcément dans les scènes d'action, mais même voilà, un simple dialogue tout bête entre deux Spider-Man ou trois Spider-Man. Je serais un peu moins dur que toi sur Tobey Maguire quand même, parce que même si effectivement le temps ne l'a pas arrangé, ne lui a pas fait du bien, ça fait grave plaisir de le revoir et je trouve que à la limite, avant qu'il enfile son costume, effectivement, il est vraiment pas très bon, vraiment pas. Mais une fois que on le retrouve dans son costume de Spider-Man, peut-être que c'est ça qui lui manquait en fait pour se remettre dans le rôle ou pas. Mais il retrouve un certain attrait au moins dans les dernières minutes du film. Là où Andrew Garfield, je trouve qu'en 20-25 minutes de Spider-Man No Way Home, il a été meilleur qu'en 2 films en fait, et prouve encore une fois que le problème n'était pas lui en tant qu'acteur, mais vraiment l'écriture de son Peter Parker, parce que lui, quand il veut me faire rire, il me fait rire. Quand il veut me toucher, il me touche. C'est important. Ah, bien sûr. Et j'aimerais bien. Je viens de lui faire une blague tellement dégueulasse. Non, mais c'est pas grave. Et puis Andrew Garfield qui me touche, je dis pas non, hein, très clairement. Chacun son king. Voilà. Et en tout cas, lui, je le trouve vraiment très très bon, presque parfois meilleur que Tom Holland, justement pour ce qui est de générer du drame et de la tragédie. Ne serait-ce que le moment où il évoque la mort de Gwen Stacy, on voit à quel point il est encore peiné, il est touché, c'est un deuil dont il ne se remettra probablement jamais. Ou presque, parce que y a une action et une scène qui va faire que même lui finalement va pouvoir s'en remettre. Mais je le trouve vraiment super quoi, pour le coup. Là où Tobey Maguire, effectivement, il est là. Et c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Et quand il est en Spider-Man, il est mieux. Donc c'est plutôt sympa. Peut-être qu'il faut qu'on aborde, et parce que je pense que c'est un des trucs que tu as apprécié dans le film, et il faut le dire, voilà, on n'est pas, même si toi aussi tu as des griefs contre le film, tu as passé un meilleur moment que moi. Tout à fait. C'est peut-être le climax, ce qui s'y passe en termes d'enjeux pour le personnage, et on va dire pour le coup, il y a de vrais choix qui sont faits quant à son avenir et son statut dans le MCU. Et enfin voilà, il faut parler de cette incroyable scène de hentai très graphique, non c'est pas vrai. Mais donc voilà, je t'en prie, parle-nous un peu du climax. Eh bien donc, après cet énorme combat entre les 3 Spider-Man et tous les autres méchants qu'on avait eu juste avant, il n'en reste plus que 2. Il ne reste plus que le Bouffon Vert et Tom Holland, donc dans un mano à mano bien brutal et bien violent, toujours très mal filmé, mais qui permet véritablement de ressentir la rage véritablement et la violence qu'a envie de déchaîner Peter Parker à ce moment-là. Évidemment, il ne le tue pas parce que c'est une bonne personne, évidemment. Et après ça, eh bien, donc, Peter Parker se retrouve sans Tante May, se retrouve seul, il décide, pour le bien du multivers et pour le bien de tout le monde, y compris de MJ et de Ned et véritablement de l'humanité, que tout le monde doit oublier que Spider-Man est Peter Parker. Et donc, il sacrifie son amour pour MJ, il sacrifie son amitié avec Ned, il sacrifie toute son histoire pour sauver le multivers et préserver ses amis. Ça, c'est mon Spider-Man, clairement. Ça, c'est un Spider-Man que j'ai envie de suivre et que j'ai envie d'encourager. Et encore plus quand, à la fin, ce Spider-Man-là, effectivement, quitte le joli loft que Happy lui avait laissé comme ça, généreusement, pour aller s'installer dans son petit appartement miteux au beau milieu de New York, se fabriquer lui-même son costume, et ensuite on le voit effectivement voltiger avec cette dernière scène sous la neige.
Et là, en fait, ben, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu une sensation, je me dis, ok, donc là, en fait, ça y est, on va enfin me raconter les vraies histoires de Spider-Man. Parce que c'est clairement le personnage qu'on retrouve, en tout cas dans les comics, et qu'on retrouve même généralement, ce type qui est un peu gauche, un peu toujours timide, brillant, mais il arrive que des emmerdes, il veut absolument se sacrifier pour le bien de tout le monde, il fait preuve d'énormément de détermination, parfois ça paye, parfois ça ne paye pas, qui essaie de concilier à la fois sa vie de jeune gamin et de super-héros, et là, en fait, après cette première trilogie qui pour moi symbolisait en fait toute l'adolescence de Peter Parker, là cette scène de fin en fait m'amène et me donne envie de voir en fait Peter Parker qui devient un adulte, et c'est presque ce que cette dernière scène en fait montre, et donc ouais, ça j'avoue que j'ai été très 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 fan. Ah bah écoute, je suis vraiment ravi pour toi. Merci. Et puis, non mais si, en plus moi dans l'idée je trouve que c'est bienvenu, parce que voilà, il était temps de passer de Iron Boy, le FDP macronien, à enfin un Spider-Man communiste. Ouais, et puis galérien. Oui, galérien, tout à fait. Et non mais oui, écoute, mais très bien, tu as bien fait de nous en parler. Il faut peut-être qu'on dise un mot des scènes post-génériques. Donc la scène post-générique s'ouvre sur ce très cher Tom Hardy, voilà, donc Eddie Brock, Venom, qui donc à la fin de Venom 2... Horrible. Donc à la fin de Venom 2, qui se retrouvait téléporté véritablement dans un autre univers, dans le même univers que celui du Peter Parker de Tom Holland. Et donc là, en fait, cette scène post-générique sert d'explication en fait à la scène post-générique de Venom 2 pour nous expliquer tout simplement que en fait, Venom s'est retrouvé dans cette dimension parce que Peter Parker et le sort du Doctor Strange ont totalement bouleversé le multivers et le continuum espace-temps. Et donc en fait, il était là, il était dans l'univers de Tom Holland et de Peter Parker, et il s'en va, en même temps que les autres, une fois que Doctor Strange referme le multivers, et voilà. Mais un détail, c'est qu'il a laissé un tout petit morceau de Venom, voilà, sur le bar, et donc ce petit morceau, potentiellement, va mener à un nouveau Venom dans le MCU qui ne serait pas Tom Hardy. Qui sera peut-être moins nul. Oui. Et puis il y a une deuxième. Moi, j'ai rien de plus à ajouter sur cette scène. Il n'y a pas grand-chose à ajouter de toute façon. Et puis il y en a une deuxième, alors qui n'est pas exactement une scène post-générique, qui arrive à la toute fin du générique, qui est en fait un premier teaser, première bande-annonce de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, qui sera réalisé, et c'est en ça que le film est attendu, et potentiellement événementiel pour une partie du public au moins. Il sera réalisé par Sam Raimi donc, réalisateur de la trilogie Evil Dead, mais de la trilogie Spider-Man originelle. Et donc effectivement, en deuxième scène post-générique, on a des premières images, comme tu l'as dit, une bande-annonce, et c'est clairement une bande-annonce, de ce Doctor Strange 2, qui est assez excitante, il faut le reconnaître, même si elle n'en montre vraiment pas plus que ce à quoi on s'attendait jusqu'à maintenant et ce qui a été annoncé. Ne serait-ce qu'en termes de photos, de jeux aussi, on a l'impression que Benedict Cumberbatch n'est pas du tout le même homme entre Spider-Man No Way Home et ce deuxième Doctor Strange. Et puis ouais, il y a une ambiance aussi, à savoir que le film a vraiment l'air assez obscur dans le genre, et va s'intéresser au passé de Doctor Strange, aux réalités alternatives, à ce qui aurait pu lui arriver s'il avait éventuellement pris d'autres décisions ou pas, parce que la série What If nous montrait déjà plus ou moins en fait, et justement en parlant de la série What If, la bande-annonce fait un lien direct avec ce quatrième épisode de What If, à savoir, donc Doctor Strange va être confronté au danger du multivers, il va affronter différents ennemis, il y en a un, alors on ne sait pas exactement si c'est Gargantos ou Shumagorath, en tout cas il a des tentacules et un œil énorme et il a l'air intéressant, voilà, visuellement en tout cas. On a America Chavez, on a le retour de Wanda, donc, qui avait totalement disparu à la fin de WandaVision et qui visiblement va accompagner Doctor Strange, on ne sait toujours pas si ce sera en tant qu'amie ou ennemie, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se place après ça, après la série Disney+. Et on a, à la toute fin de la bande-annonce, donc le Baron Mordo qui explique en fait que le véritable danger, celui qui menace le multivers depuis le début, c'est Doctor Strange lui-même en fait. Et on a donc l'apparition d'une version maléfique, un double maléfique de Doctor Strange, qui pourrait potentiellement être cette version maléfique qui est apparue dans le quatrième épisode de What If, et qui était ouais, très intéressante, au moins narrativement, pour tout ce qu'elle apportait à la série, qui était, elle, par contre, très médiocre.
Eh ben écoute, alors moi je dirais tout simplement que pour ma part, mais je me méfie de ma réception du truc, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était pas une bande-annonce très différente d'un Marvel standard, et donc ça me terrifie un peu, parce que l'intérêt d'avoir Sam Raimi, c'est que Sam Raimi est un metteur en scène et un créateur de forme très intéressant, donc si je retrouve pas ça dans un film de Sam Raimi, ça ne m'intéresse pas, mais en même temps j'ai envie de te dire, je venais déjà de passer 2h30 de total cauchemar, donc je suis pas sûr que j'étais, on va dire, dans une humeur ou une sensibilité qui me permettait de recevoir ça avec toute la bienveillance nécessaire. Donc je garderais bien de donner un avis trop avancé sur ce petit teaser. Bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Toi, pour le coup, tu as, et corrige-moi si je dis une bêtise, un certain nombre de frustrations et de déceptions sur le film, Tout à fait. devant lequel tu n'as pas passé un mauvais moment néanmoins. Oh non, parce que le film fait vraiment tout au contraire pour que je passe un bon moment. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'avais certaines attentes. Le film m'a fourni exactement ce que j'en attendais, mais pas plus. Et voilà. Et moi, en fait, c'était ce petit plus, véritablement, que j'attendais, que j'espérais, et que je n'ai pas eu, et qui manque, d'après moi, en fait, à ce film pour en faire un très bon film Spider-Man et un très bon film du MCU, quoi. Très bien, bah écoute... Contrairement à toi, qui l'a un peu moins apprécié parce que t'as trouvé ça horrible à tout point de vue. Bah parce qu'en fait, si tu veux, moi tout simplement, je te dirais, je trouve que c'est un mauvais film, et donc à partir de là, le plaisir ou nostalgique, ou d'excitation, ou du concept ne prend pas, tu vois, ne m'emporte jamais en fait. Comme je trouve que les scènes d'action sont pas très intéressantes, m'en fous qu'il y ait les 3 Spider-Man dedans. Comme je trouve que les méchants sont débiles au dernier degré, m'en fous qu'ils viennent des vieux Spider-Man. Et comme à un moment on a des Zendaya, le seul truc que j'espère, si tu veux, c'est qu'ils vont essayer de déminer un champ de gravier les yeux bandés, et bah qu'il leur arrive des trucs un peu tristes à la fin. Donc du coup, ça marche pas du tout sur moi. Mais enfin voilà, mais je suis ravi que nous t'ayons à nos côtés pour ne pas avoir fait une vidéo aigre comme une vieille faisselle. Yes. Bah écoutez, on espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à cette chaîne, mais surtout de devenir membre premium de la belle communauté Écran Large, d'avoir des articles abonnés, de nous soutenir, de nous donner des sous. Des sous, c'est important, envoyez des sous à l'arc. On vous embrasse, essayez aussi de lire la critique, enfin essayez, allez lire la critique écrite, sans spoiler pour le coup, de notre camarade Alexandre. On va également publier un décryptage complet du film avec ce qu'on estime le plus réussi, le moins réussi, le bof de Batna. Enfin voilà, on va faire plein de trucs sur ce film que vous êtes nombreux à attendre. On vous embrasse, on espère que vous allez bien et à bientôt. Stop.